j'ai réussi à la monter à un peu plus de 210 000 euros de chiffre d'affaires, margé à 25-30%. Donc vraiment cool, c'était vraiment un bon winner pour le coup. Au global, je suis à un peu plus de 400 000 de chiffre d'affaires. Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview en compagnie de Nicolas. Bienvenue à toi. Merci Nat, ça fait plaisir. Bah écoute, pas de souci. Donc Nicolas, c'est un membre de Drop Machine. Ouais. Tu as rejoint Drop Machine, si je dis pas de bêtises, à la sortie en fait. Ouais, au tout début. Quand c'est sorti, donc ça fait un an. Du coup, est-ce que tu peux rapidement récapituler un petit peu ton parcours? Genre, qu'est-ce que tu faisais avant Drop? Et qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans le drop? Pourquoi tu t'es dit j'ai envie de faire du drop? Salut tout le monde. Alors rapidement au niveau de mon parcours, en fait moi on va dire que j'arrive de loin parce que je faisais des études littéraires et puis je me suis orienté vers le commerce. Donc j'ai fait des études classiques, on va dire, ouais, j'ai un bac plus 5. Et en fait avant le drop, ce que je faisais c'est que j'étais étudiant en école de commerce plus ou moins, même si j'ai fait différentes écoles. Euh, J'avais toujours voulu en fait me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais très intéressé par les startups, etc., etc. Mais j'avais pas d'idée précise en tête, je savais pas exactement dans quoi me lancer, dans quel domaine. Et fin 2017, j'étais en voyage en Australie en fait en césure et puis je suis tombé sur une vidéo qui parlait du drop, du e-commerce de manière générale et tout de suite j'ai accroché. Je suis passé à l'action hyper rapidement en fait et je me suis lancé, première boutique, premier échec. Après, sinon, en fait, je faisais énormément de petits boulots à droite à gauche parce que j'avais pas trop d'argent, donc je voulais vraiment mettre de l'argent de côté pour le drop, pour réinvestir derrière. Mais voilà, de manière générale, en fait, j'étais surtout en études, en fait, et surtout les petits boulots, un peu comme tout le monde, je pense. Ok, du coup, en fait, toi, tu as commencé le drop vraiment pendant tes études. Donc, tu avais tes études à côté. Et en gros, tu bossais quand tu rentrais chez toi, les week-ends, etc. Exactement. Ok. Du coup, déjà, c'est bien parce que ça montre que tu n'as pas besoin d'être genre à 100% full-time, à plein temps, en fait, sur le drop. Tu peux le faire déjà à côté, commencer petit à petit. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Et du coup, tu as fait des petits boulots, etc. Donc, pour te faire de l'argent. Concrètement, comment tu as fait? C'était des jobs étudiants? J'ai fait pas mal d'usines dès l'âge de mes 18 ans parce que mes parents ne pouvaient pas forcément m'aider et comme j'étais loin de chez eux, que j'avais un appart à payer, etc., bah, ça coûte cher. Donc j'allais à l'usine tous les étés pendant les vacances scolaires. Ensuite, j'ai découvert Deliveroo, donc j'ai fait pas mal de Deliveroo. J'ai fait pendant un an à Lille Deliveroo à côté de mes études, à côté de mon stage. Après, j'ai été sur Paris aussi en stage pendant 6 mois. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais stage la journée et je faisais Deliveroo de 19h à 22h. Donc j'avais des grosses journées. Mais je savais que ça valait le coup parce que ça me mettait pas mal d'argent de côté et j'allais partir en Australie, j'avais besoin de cet argent. Puis voilà, après le drop, en fait, au début, forcément, ça marchait pas et j'étais pas vraiment hyper focus et j'étais pas formé. Donc j'étais obligé de continuer ces petits boulots. Donc ce que je faisais généralement, en fait, c'est que je faisais Deliveroo le midi, l'après-midi, je travaillais sur mes business. Le soir, je faisais Deliveroo, je rentrais, je travaillais un peu sur mes business, je me reposais, etc., etc. J'ai pas mal enchaîné en fait et ça allait toujours. J'avais toujours beaucoup de choses à faire à cause des études. Mais là, vraiment, je viens de finir, donc je vais être à 100% sur le drop. Ok, ça marche. Ouais, en fait, tu étais déjà dans la démarche de te dire je fais de l'argent pour investir dans le drop. Parce que tu as des personnes qui sont en mode j'ai pas d'argent, du coup je veux faire du drop et je veux utiliser des stratégies sans argent. Et moi, c'est pas forcément ce que je conseille. J'ai fait une vidéo justement là-dessus sur YouTube qui en parle. Ok, intéressant. Et du coup, donc ouais, ça fait 3 ans, du coup, il y a 3 ans que tu as commencé le drop. Ouais. Et à quel moment vraiment tu as commencé à avoir des résultats? J'ai commencé à avoir des résultats et là, ça va faire pile un an. En fait, j'ai lancé une boutique. J'avais fait une pause parce que j'en avais marre d'avoir des échecs, honnêtement, et je commençais à me dire que soit c'était pas fait pour moi, enfin, j'avais toute une grosse remise en question. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément un moyen d'y arriver, de réussir. Donc j'ai repris toutes les vidéos que j'avais pu voir de formation, j'ai pris les trucs les plus simples et je me suis dit, concentre-toi sur l'essentiel. Et donc l'année dernière, j'ai fait une recherche de produits. Je me suis fait une petite liste avec plein de critères importants. Je me suis dit, ok, 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 ok. J'ai commencé à faire une sélection. J'ai vu qu'il y avait un produit qui pouvait fonctionner. Il était bien vendu sur un marché. Je me suis dit, je vais le lancer sur un autre marché. Et là, tout de suite, première journée, ça a commencé à bien prendre. Et là, deuxième journée, pareil, je me suis dit, ça a bien pris. Et j'ai commencé à me dire, bah, en fait, il fallait faire les choses simplement, respecter ce qu'on t'apprend en fait, dans les formations. Et bah, voilà, ça a été le premier succès. Et après, bah, j'ai réussi à scaler, etc. Et
à faire des bons chiffres juste avant Noël. La formation, c'est fait pour ça. C'est-à-dire, quand tu achètes une formation, c'est pour suivre ce qu'on te dit. Ouais, c'est Ça ça. sert à rien de vouloir après essayer de tester par soi-même, sinon au final, bah, tu te perds. Et souvent, je le vois régulièrement, des personnes qui essayent de faire un petit peu à leur sauce, même en coaching des fois. Tu dis à des personnes de faire comme ça, puis ils font un petit peu à leur sauce, ils modifient, et au final, ils se plantent à cause de ça. Ok, intéressant. Donc ça fait 1 an. T'as fait quoi à peu près en termes de chiffres là, on va dire depuis ta première boutique qui a commencé à fonctionner jusqu'à, on va dire maintenant? En fait, la première boutique dont je te parlais juste avant, qui a bien marché, j'ai réussi à la monter à un peu plus de 210 000 euros de chiffre d'affaires. Sur cette boutique, j'ai eu un bon bénéfice puisque je margeais à 25-30%. Donc vraiment cool, c'était vraiment un bon winner pour le coup, premier gros winner. Ensuite, pendant le confinement, j'ai lancé une boutique qui a très bien marché malgré le fait que ça soit une niche qui était déjà bien connue en fait. Mais ça a très bien marché. Là, je suis à 170K de chiffre d'affaires sur cette boutique. Je marge vraiment beaucoup moins bien, on va dire que je suis à 13-14%. Exactement, ouais, ça reste pas mal, mais c'est vrai que c'est moins bien que sur l'autre boutique. Et après, j'ai lancé une boutique aussi pendant le confinement avec un ami à moi qui a fait un peu moins de 100 000, mais au global, je suis à un peu plus de 400 000 de chiffre d'affaires. Et en termes de bénéfices à peu près, du coup, au global, ça donnerait à peu près quoi? J'ai refait un calcul là il n'y a pas longtemps, justement, j'étais à peu près à 67 000 euros de bénéfices en enlevant vraiment tout, enfin, après impôt, après tout, tu vois, après vraiment le bénéfice qui m'est resté dans la poche. Donc ça reste un très bon bénéfice, sachant que moi j'étais sur l'année 2019-2020, j'étais encore alternant, j'étais en dernière année de master, donc j'avais un travail à côté et j'étais pas franchement à 100% sur le truc, même si j'y ai alloué beaucoup de temps. Je me dis que là je peux commencer peut-être à encore exploser les plafonds. Ouais. Ça marche, ouais. Donc, là maintenant, tu te mets, ça fait pas longtemps d'ailleurs, tu te mets à plein temps dessus. Et tu seras focus dessus. En termes de stratégie, ça a été quoi la stratégie que tu as utilisée pour ces boutiques-là? Est-ce que c'était toujours la même stratégie? Donc que ce soit marketing, Facebook Ads, influenceur ou autre. Et le type de boutique, genre monoproduit, boutique de niche, ça a été quoi les stratégies que tu as utilisées? Alors en termes de Facebook Ads, je vais pas te mentir, en fait comme on avait fait, je sais pas si tu te souviens, on avait fait un petit coaching ensemble avant que je lance la boutique. J'ai juste tout simplement, je me suis dit arrête de trop réfléchir, j'ai juste écouté ce que tu m'as conseillé de faire. Comme j'ai vu que ça marchait, bah, en fait j'ai tout simplement dupliqué. Et du coup pour les autres boutiques, en fait pour Facebook Ads, là je parle vraiment pour Facebook Ads, j'ai fait exactement ce qui avait marché pour moi. En fait c'est ça, c'est une fois que tu as trouvé quelque chose, ouais, c'est ça, une fois que tu trouves quelque chose qui fonctionne pour toi, c'est difficile un peu de sortir ta zone de confort, on va dire, par rapport à Facebook et de tester autre chose. Mais là, je suis en train de tester de nouvelles choses. J'ai testé des CBO, par exemple, là, hier et j'ai des très bons résultats aujourd'hui. Donc, c'est cool. Je vais commencer à essayer de voir comment scaler les CBO. Après, en termes de recherche produit, marketing, produit gagnant et tout, je me suis vraiment fixé une stratégie simple. C'est faire un monoproduit de qualité avec un petit branding au départ, même si je vais pas avoir un packaging brandé, etc. Je vais quand même faire quelque chose de quali. Je vais mettre exclusivement sur une niche qui va répondre à une souffrance ou un besoin et qui va vraiment avoir un effet wow, qui va générer vraiment du trafic et de l'interaction sur Facebook. Parce que j'ai remarqué que c'est vraiment ce qui fonctionnait pas mal avec les pubs. C'est quand les gens commentent, les gens sont contents de leurs produits, sont contents du résultat, etc. Et la recherche produit, en fait, c'est assez classique. C'est ce que toi tu fais et ce que tu m'as recommandé dans les vidéos. C'est beaucoup de AdSpy, beaucoup de Droppoint, beaucoup de. Je vais juste scroller les feeds. Par exemple, mon deuxième produit gagnant, entre guillemets, je l'ai trouvé en scrollant sur mon feed d'actualité. Je me suis dit, putain, il marche super bien aux États-Unis. Bah, je vais le tester sur un autre marché. On va voir ce que ça donne. Ok. Voilà. Mais globalement, c'est ça. Ouais, ça c'est important quand tu as une stratégie qui fonctionne, il faut la maximiser en fait. Tu dupliques et tu bombardes. Ok, intéressant. Et du coup, donc ça c'est on va dire les bons côtés, donc tu as chiffré, etc. Mais derrière, je sais qu'il y a eu pas mal de problèmes. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais je pense qu'il faut en parler parce que c'est important. Ça fait partie du parcours. C'était quoi vraiment les grosses problématiques que tu as eues? Déjà, grosse problématique de trésorerie dès le départ, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu trouves un produit gagnant, Facebook va le scaler automatiquement. Ce que j'appelle scaler automatiquement, c'est dans le sens où il va voir que ça plaît. Donc même si tu vas pas forcément rajouter beaucoup de budget, il y aura plus de ventes le lendemain. Et donc très vite, en fait, je me suis retrouvé avec plein de commandes à gérer. C'était tout nouveau pour moi, donc j'ai commencé à pas paniquer, mais j'ai commencé à me dire là, il faudrait peut-être que je pense à avoir assez de trésorerie en backup, quoi, et pour payer les commandes. Donc problème de trésorerie au départ, j'ai dû faire un petit emprunt auprès de ma copine, auprès de mes meilleurs potes, etc.
Donc ça, c'est déjà un petit problème. Ensuite, le gros problème qui est arrivé, en fait, c'est le blocage PayPal. Quand j'ai commencé à faire du 8 000 euros de chiffre d'affaires par jour sur la boutique dont j'ai parlé au tout départ, là j'ai eu un gros blocage PayPal. Donc ils m'ont envoyé un mail en me disant que pour des raisons de sécurité, ils allaient vérifier mon compte, si je faisais bien mon taf, etc. Et donc là, en fait, tout s'arrête d'un coup, puisque c'est impossible de faire des aussi gros chiffres et de pouvoir payer et le fournisseur et la publicité Facebook et les frais annexes, genre frais PayPal, les applications, etc., sans avoir d'argent qui rentre, en fait. Et donc ça m'a bloqué pendant longtemps. Et ensuite ils m'ont mis, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appliqué une réserve. Donc c'est que automatiquement, dès que j'ai un paiement d'un client, en fait, il y a 30% de ce paiement qui va dans une réserve qui est bloquée pendant 2 mois. Donc pour avoir un fonds de roulement qui peut supporter autant de délais, c'est compliqué. Donc déjà j'ai eu un problème par rapport à ça. Et puis ensuite, un peu comme tout le monde, je pense, c'est les problèmes de livraison, qualité de certains produits, le fait de changer toujours des fournisseurs, etc. Encore moi, j'ai eu pas mal de chance parce que mon premier produit gagnant, j'ai travaillé avec un fournisseur très sérieux, francophone, avec qui j'avais une bonne relation, qui était capable de livrer vite et qui surtout a accepté, en fait, de me faire des avances de trésorerie. C'est-à-dire que comme il voyait que j'avais des gros volumes et que c'était la période la plus importante, il m'a dit, c'est pas grave, écoute, je te ferai payer plus tard les factures fournisseurs. Je sais que de toute façon tu vas me payer, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai quand même pu continuer à un petit peu vendre. C'était mieux que rien, mais c'est vrai que j'ai quand même dû à un moment faire une grosse pause dans mon business et surtout dans la phase la plus importante de scaling, quoi. C'est des bons problèmes toujours, de toute façon. C'est quand tu commences à chiffrer, tu auras toujours des problèmes et ça veut dire que ça fonctionne. Puis au final, ça te fait perdre du temps, de l'énergie, etc. Tu perds un peu d'argent, mais ça te coule pas ton business, tu vois, ça fonctionne toujours. C'est ça, tu vas juste gagner moins parce que tu auras ce problème à gérer. Mais voilà, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir peur de se dire, oh, en fait, j'ai pas envie de me lancer parce que si c'est pour avoir des comptes bloqués, etc., bah non, parce que tu gagneras quand même de l'argent. Non, en fait, il faut préciser, en fait, c'est ça, ce que j'ai expliqué juste avant, c'est un problème, mais c'est ce que j'appelle les problèmes de riches, entre guillemets. C'est vraiment les bons problèmes parce qu'en fait, au fond, tu sais que tu es quand même sur une phase positive dans le sens où tu es en train de faire du chiffre, tu as trouvé un produit, tu as une boutique qui tourne et tout. Ça vient de mettre des bâtons dans les roues, mais il y a un moment, ça va se débloquer. Donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment les problèmes de riches. Les vrais problèmes, c'est quand même au final quand tu es dans le dur et que tu n'arrives pas à trouver un produit gagnant, que tu n'arrives pas dans ta phase de testing, tu n'arrives pas à faire de chiffres. Ouais. De toute façon, c'est ça, c'est la phase vraiment au départ où tu galères, où tu n'arrives pas à faire de chiffres encore, qui est la plus dure. Une fois que tu as franchi ce step-là, après, une fois que tu l'as fait une fois, en fait, tu connais les stratégies et tu sais le refaire. Donc, tu sais que c'est possible. Donc, ça, c'est intéressant. Ok, super. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, une personne qui nous écoute, qui débute, qui n'a pas encore chiffré, par exemple. Attends, on va prendre deux catégories de personnes. Donc, une personne qui n'a pas chiffré, qui débute totalement. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire là tout de suite pour commencer à faire du chiffre? Et à côté, une personne qui fait déjà du chiffre, mais qui aimerait bien scaler et passer au niveau supérieur. Alors, pour la première personne, donc on va dire le débutant complet, en fait, ce que je conseille vraiment, c'est déjà de se sortir toutes les idées qu'on peut avoir de la tête, dans le sens où on veut un peu réinventer la roue, on veut faire les choses d'une autre manière, on se dit, mais je comprends pas pourquoi ce site il vend alors que c'est pas non plus un site super quali, etc. Il faut vraiment se sortir cette idée de la tête. En e-commerce, et surtout en drop, il n'y a pas besoin de faire un branding ultra poussé au départ pour faire ses premières ventes et tester un produit. Donc il faut vraiment appliquer les méthodes que les formateurs enseignent. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est que moi, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à t'écouter, que ce soit en coaching ou même dans les vidéos sur YouTube, j'ai eu des résultats. Donc en fait, il faut écouter les personnes qui ont des résultats et les personnes qui sont expérimentées, appliquer ce qui fonctionne et répéter en fait jusqu'à temps qu'on trouve un produit gagnant. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez avoir de la chance et tomber sur le premier produit que vous allez tester, il va faire des ventes, et tant mieux pour vous. Mais peut-être qu'il va falloir attendre de tester le 5e produit. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait au moins 5-6 boutiques avant de réussir à trouver un produit gagnant. Pour la deuxième personne, ce que je conseillerais vraiment, si elle veut commencer à scaler, etc., c'est être sûr que tout son Facebook Ads est bien en place et qu'il y a des bons résultats. Je vais conseiller au moins un minimum d'avoir un ROAS minimum de 2 fois comment ce qu'on appelle le ROAS minimum pour être break-even. C'est ça, pour être rentable, pour être sûr que en fait, quand on va scaler, ça va pas partir en vrille et on peut ne pas avoir de bons résultats.
Après, ce que je vais conseiller aussi, c'est de toujours renouveler ses créatifs, de toujours, en fait, c'est hyper important, c'est de toujours se remettre en question, de ne pas se dire, bah voilà, j'ai une pub qui fait beaucoup de chiffres, elle marche très bien, mais du jour au lendemain, en fait, tu peux avoir des mauvais résultats. Moi, ça m'est arrivé. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, voilà, là, par exemple, il y a le Black Friday qui arrive, je vais faire une campagne Facebook dédiée Black Friday. Je vais faire des messages différents, je vais faire des ad copies différents, etc., etc. Pareil pour Noël, même pour Halloween, hein. Moi, je me souviens, j'avais fait une petite campagne mail avec Klaviyo sur Halloween en disant voici votre code, enfin un truc assez bien monté, mais au moins ça permet de vendre et puis ça change un peu du discours traditionnel. Après, euh, je pense que le plus important, c'est une fois on est dans une phase de scaling et que on a des ventes régulièrement, il faut là tout de suite améliorer la partie logistique, la partie qualité produit, la partie livraison, etc. Donc c'est-à-dire bien contacter son fournisseur, essayer de lui dire bah voilà, moi je commence à faire pas mal de commandes par jour. Quand on est quand même sur du 100, 200 commandes par jour, là on a des arguments pour négocier. Donc tu dis j'aimerais améliorer tel aspect du produit par exemple, j'aimerais faire mon propre packaging, j'aimerais faire ma propre notice, j'aimerais mettre un mot de remerciement dans le colis. C'est des petits détails qui vont faire qui vont avoir leur impact en fait sur la satisfaction client et qui derrière en fait vont faire que les clients vont acheter chez vous et pas chez les autres. Parce qu'on va pas se mentir, en e-commerce et en drop notamment, il y en a beaucoup qui vendent le même produit et du coup il faut vraiment se différencier. Et c'est avec ce genre de choses qu'on peut se différencier de la concurrence. Idem pour tout ce qui est recommandation client. Un client satisfait va forcément en parler autour de lui et ça va te ramener d'autres clients, etc. Et c'est ce que tu disais aussi au niveau des pubs Facebook. Du coup, derrière, bah, si le client est satisfait, tu as de l'interaction aussi sur les pubs, les commentaires, etc. Ça booste encore la pub, du coup, tu attires encore de nouvelles personnes. Et c'est un peu un effet boule de neige au final. Ouais, et moi, c'est ce qui m'a, si je peux me permettre, en gros, c'est les gens qui achetaient chez moi. Généralement, en fait, ils venaient commenter ensuite la publicité en disant je viens de recevoir le produit, je l'ai testé, je m'attendais pas à ça. Vraiment, ça fait enfin, c'est cool, ça fait plaisir, ça fait du bien. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails des caractéristiques pour pas donner le produit, mais ils étaient hyper contents. Et ce qui fait qu'en fait, les gens venaient poser des questions dans les commentaires en disant vous l'avez reçu en combien de temps, ça marche vraiment, etc. Et donc, c'était des gens, c'était pas du tout moi avec des comptes cachés. Donc ça se voyait que c'était des gens qui venaient du pays dans lequel je vendais, etc., qui commentaient la pub et qui étaient honnêtes en fait avec le produit. Et donc j'avais un feedback score de Facebook qui était excellent, genre j'avais 4,5 dans la meilleure période de l'année en plus, donc c'était parfait. Et donc Facebook automatiquement en fait diffusait encore plus largement la publicité. Donc vraiment ça c'est hyper important, il ne faut pas négliger le fait de répondre aux commentaires, le fait de modérer les commentaires et de vraiment faire attention à ce que vous vendez, faire attention avec qui vous bossez, etc. Ça marche. Ouais, bah, au final, en fait, tes clients deviennent des vendeurs pour toi. Ouais, c'est ça. Ils vendent pour toi. Après, Clairement, c'est ça. plus rien à faire à part automatiser le business. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, par rapport à Drop Machine, parce que toi, tu as rejoint le programme quand il est sorti. Donc, c'était il y a un peu moins d'un an, c'était en novembre 2019. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a aidé déjà? Euh, Et quels sont vraiment les éléments qui ont fait la différence dans cette formation? Je sais qu'aussi, tu as pris un coaching. On a fait un coaching ensemble. Et aussi, par rapport au coaching, d'ailleurs, comment ça a pu t'aider? En fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est un tout, c'est le coaching plus la formation. Et dans la formation, ce qui m'a le plus aidé, c'est la partie Facebook Ads. Parce que j'étais pas sûr de savoir comment bien scaler mon produit. Parce que ça fait peur, enfin, passer de 10 à 50, puis 100, puis 200 sur un ad set par exemple, de budget, on se dit est-ce que derrière ça va suivre et que je vais pas avoir un déficit de malade mental, quoi. Donc, ce qui m'a aidé, c'est la partie Facebook Ads. Donc, tu montres vraiment bien vraiment comment scaler le produit, comment dupliquer les assets qui fonctionnent, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quand arrêter un asset, etc., etc. Donc ça m'a grave aidé. En plus, avec la petite étude de cas, c'était parfait, puisque du coup, on pouvait vraiment se projeter par rapport à son produit ou par rapport à la stratégie marketing de manière générale. Donc ça m'a grave aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est quand tu parles de toute la partie mise en place du branding, packaging personnalisé, la relation avec le fournisseur, les délais de livraison et tout. C'est comme ça que je me suis dit, maintenant que j'ai les arguments pour, je vais aller négocier moi aussi de mon côté avec mon fournisseur. Et donc tout de suite, j'ai pu faire appel à quelqu'un qui m'a fait un packaging, c'est allé très vite, donc ça c'était hyper intéressant. Et après, le coaching forcément, puisque là c'est carrément de la formation ultra personnalisée, puisque toi tu donnes les conseils par rapport à ce que moi je suis en train de faire et par rapport à mes résultats, par rapport à ma boutique et tout, donc ça forcément ça m'a ultra bien aidé. Mais ouais, cette formation, comme je le disais, de toute façon je la recommande et c'est pour ça que j'ai fait un témoignage avec plaisir sur la formation, c'est que elle m'a vraiment aidé, elle m'a fait surtout passer de 0 de bénéfice à 65 000 euros de bénéfice, quoi. Donc c'est cool. Ouais, du coup, on peut dire que tu as rentabilisé la formation. Ouais. Là, je pense que elle est bien rentable. Ok, super.
Du coup, bah, c'est quoi tes projets pour la suite là? En termes de boutique, de drop Parce que maintenant en plus ouais, tu vas passer à full time, pardon. Je t'ai mis un vent. Vas-y, refais la question si tu veux. Bon, on peut laisser. Hein. Ouais, si tu veux. Bah là, tu comprends. Voilà, du coup ça ouais. Ouais, du coup, ouais, maintenant que t'es en full time, enfin t'as à plein temps, du coup, c'est quoi les projets Alors là, en fait, donc je suis passé en société. Donc ça va devenir quand même quelque chose de plus solide, de plus sérieux. Et depuis début septembre, en fait, je suis rentré de vacances et là, je suis à 100% sur le business en ligne. Donc là, mes projets, en fait, c'est vraiment trouver le maximum de produits gagnants pour le Q4 et vraiment essayer de tout exploser en termes de chiffres pour avoir un maximum de bénéfices que je puisse réinjecter derrière sur une marque qui va me plaire. C'est-à-dire que là, si je trouve un produit gagnant qui me plaît, en fait, je vais essayer de le transformer en marque, mais en marque poussée. C'est-à-dire, c'est pas juste un simple packaging. Et c'est ça, un truc long terme où je vais commencer à acheter du stock, faire venir des produits en Europe, pouvoir livrer mes clients en 3 à 5 jours, etc., etc. Commencer à faire beaucoup du marketing d'influence parce que c'est quelque chose, c'est un canal d'acquisition sur lequel je ne me suis pas encore penché et je sais qu'il y a énormément de potentiel. Donc je vais me mettre beaucoup sur les influenceurs marketing, notamment sur le produit actuel là, que je suis en train de vendre. Je vais, voilà, c'est ça, c'est tout exploser, essayer de faire le maximum de chiffres possible en vendant des trucs qui me plaisent et puis toujours acquérir en fait le maximum de connaissances par rapport à Facebook Ads. Parce que là, certes, j'ai fait pas mal de chiffres, mais moi, je vois au quotidien des personnes en fait qui font des millions de chiffres d'affaires grâce à Facebook Ads. Je me dis, c'est sûr qu'eux, ils ont encore d'autres stratégies, d'autres techniques, etc. Donc, j'essaye de toujours me remettre en question et de m'améliorer par rapport à ça. Il faut juste pas prendre les choses pour acquises à chaque fois, même si on fait des gros chiffres. Il faut se dire qu'il y a toujours mieux. C'est ça. Voilà. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et bah, bon courage pour la suite. Hein. Ouais, merci. On refera peut-être une interview plus tard pour voir. Quand tu auras créé ta marque, ouais, le million, bah, je pense qu'il va arriver. Hein. Tu es quasiment à la moitié déjà là, en moins d'un an. Donc ouais, c'est intéressant. Du coup, pour terminer cette interview, je vais te poser une dernière question. Si tu aurais vraiment un conseil, une phrase à donner à ceux qui nous écoutent là, vraiment genre un truc impactant, tu vois, un truc assez court, le conseil que tu auras donné, ça serait quoi? N'hésitez pas, en gros, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et surtout écoutez les gens qui ont de l'expérience. N'essayez pas de faire à votre sauce dès le départ, etc. Dites-vous une chose, vous êtes nul. En fait, au début, vous êtes nul. Faites comme ceux qui ont réussi et vous allez réussir. C'est sûr et certain. Juste avec beaucoup de persévérance et d'acharnement, c'est sûr qu'à un moment, ça va le faire. Voilà. Ok, bah écoute, bah, merci beaucoup à toi d'être intervenu sur ma chaîne. Merci à toi, avec plaisir. J'espère que bah, ça aura pu motiver les personnes qui nous écoutent. Je pense que J'espère aussi. tu as un parcours inspirant, tu avais pas mal de chiffres, donc c'est intéressant. Et puis, bah, nous, on se retrouvera très bientôt, de toute façon, sur la chaîne, quand tu auras fait le million. Pour le million, j'espère. Merci à tous. Et puis, bah, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!